best we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Pendant que Donald Trump négocie son énième décret anti-immigration, sa fille était invitée le 15 mars par le Premier ministre canadien Justin Trudeau à un show à New York, à Broadway. Ivanka Trump a assisté à la pièce Come From Away des Canadiens Irene Sankoff et David Hayne. Cela pourrait paraître anodin, mais la pièce traite justement d'immigration. Les auteurs délivrent un message politique et prônent l'ouverture sur le monde, loin du protectionnisme identitaire et du repli sur soi voulu par l'administration Trump. Tout est communication et Justin Trudeau se positionne ainsi face à Donald Trump en jouant totalement la carte de l'humour. Les titres de Von Water. Notre futur est-il réellement désirable? Les regards de la militante culturelle Marie-Jeanne Nicol et de l'historien Paul Tourki-Dorian. Et demain, quelle société? C'est le thème de notre débrief culture avec Marie-Ange Philippe et Xavier Affre. Faisons donc de la politique fiction. Notre futur est-il réellement désirable? C'est le sujet de votre 20h. Bonsoir Marie-Jeanne Nicol, bonsoir Paul Tourki-Dorian. Alors, austérité, repli identitaire, crise des réfugiés, terrorisme, mais aussi innovation technologique, numérique, exploration spatiale, avancée scientifique. Marie-Jeanne, y a-t-il un désir d'avenir chez vous, pour reprendre une formule restée célèbre, une formule d'une ex-candidate à l'élection présidentielle? Oui, certainement, parce que si vous aviez présenté les choses en disant le futur est-il inquiétant, et avec tout ce que vous avez décrit, effectivement, j'aurais dit oui, il est très inquiétant et il y a beaucoup de désespérance au niveau de l'ensemble des gens. Désespérance en particulier du politique qui n'a plus l'air de pouvoir agir sur le monde et sur son avenir, on va dire. Et l'idée qu'ils ont envie d'être acteurs aussi et de contribuer à l'élaboration d'un projet politique. Mais si vous dites si j'ai un désir d'avenir, évidemment, parce que le désir, je crois que c'est ce qui meut tout le monde et qui fait qu'on vit et qu'on peut espérer que demain sera meilleur si tout le monde s'y met. Et d'ailleurs, dans la société, il y a quand même l'expression, d'abord, vous l'avez dit, il y a les avancées technologiques, il y a tout ça, et on sait très bien que l'humanité, au fond, on y croit un peu, a toujours trouvé des moyens de se sortir des difficultés. Par exemple, sur la question de l'écologie et de l'environnement, on peut imaginer qu'il va y avoir des avancées. Des grandes transformations écologiques, vous y croyez? En tout cas, il y aura... Vous le souhaitez? Je le souhaite. Et l'avenir, s'il est construit collectivement dans un projet cohérent, je crois qu'il est désirable, parce que de toute façon, c'est la vie. Paul, optimiste ou pessimiste? Il ne manquait plus que le Sharknado dans votre description du... Non, moi, je crois réellement qu'il y a une désespérance, effectivement, et une forme de cataclysme politique, économique, social général. Mais je crois surtout aux réactions individuelles qui se font ensuite collectives. Je crois qu'il y a une forme de résistance qui est inhérente à l'être humain, de tout temps. Elle a existé sous toutes ses formes. Et on va vivre un peu ça, parce que lorsque l'on est acculé dans nos retranchements en tant qu'humanité, face aux désastres, face aux crises sociétales, sociales, etc., il y a toujours, je dirais, une forme d'instinct de survie qui fait que l'on met au point les outils qui vont nous permettre d'améliorer et notre vie et la vie du futur. Après, demain, hier, on ne va pas faire Saint-Augustin avec demain n'existe pas encore, hier n'existe plus, il n'y a que le présent. Mais je crois que réellement, s'il y a espoir, il doit y avoir... Ça, c'est peut-être ma formation et ma déformation qui me font dire ça. Je pense qu'il faut une réappropriation, justement, de notre passé pour pouvoir, mais de manière objective, pour pouvoir, justement, préparer le futur. Alors que ce soit, justement, au niveau de la culture, au niveau de l'élévation intellectuelle, de l'amélioration, de l'élévation spirituelle aussi, d'apprendre à connaître, de retrouver le goût de la curiosité, de la pertinence et de l'impertinence, avoir une distanciation par rapport à l'ego aussi. Je crois qu'il faut qu'on retrouve tout ça pour justement permettre aux germes de l'avenir d'éclore et pas trop se préoccuper justement. Je crois qu'il faut se détacher de tout cette catastrophe, ce millénarisme politique global
pour justement retrouver les solutions les plus humaines qui sont les plus à notre portée, parce que je crois que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice d'un avenir radieux. Oui, radieux, espérons-le, mais, Oui. Effectivement, je crois on a tendance aussi, il y a une catastrophe, il y a l'inquiétude, il y a tout ce que vous avez décrit, et encore des tas d'autres choses, et puis le spectacle assez navrant du jeu électoral, mais il y a aussi énormément de résistance, c'est ce que vous avez dit, et on le voit bien, il y a des tas, d'abord il y a des endroits où les choses changent, elles évoluent, et puis il y a des tas de mouvements spontanés, plus ou moins spontanés d'ailleurs, agités par les réseaux sociaux, Podemos, Nuit debout, enfin des tas de choses qui résistent à cette idée que tout est perdu et qu'on ne peut rien faire surtout. Individuellement, il y a aussi évidemment chacun essaye d'éviter le repli sur soi, l'exclusion, le refus de l'autre, etc. Donc je crois qu'il y a toujours une possibilité de construction de quelque chose qui soit qui redonne du goût au vivre ensemble et au commun. Oui. Et juste un mot, parce que j'oubliais de dire ça, je crois qu'il y a aussi, et ça c'est un petit peu, il y a une agitation permanente et systématique de toutes les peurs et de toutes les haines au niveau de l'air du temps. Alors après, il y a une agitation, c'est vrai, mais il faut quand même qu'on se rende compte d'une chose qui est catastrophique, au-delà, je dirais, des tsunamis, etc., et des situations politiques, c'est quand même le niveau, je dirais, culturel et intellectuel général qui s'effondre en permanence. Là, sans aller dans les études statistiques, etc., on peut s'en apercevoir tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'en plus de la junk food qui a fait le malheur des parents dans les années fin 90, début 2000, maintenant on en est à la junk information, le hoax, oui. Le penser rapide, le penser vite, la pensée consommée. À l'immédiateté. À l'immédiateté de l'information. Voilà, il faut oui. tout le temps, tout de suite, sans vraiment appréhender. On a complètement explosé nos filtres perception-conscience. On est devenus des boulimiques de données. On a fait d'Internet un second cerveau externe qui pense à notre place, qui ne cherche pas sur Google, Wikipédia en vitesse une réponse, sans pour autant la remâcher et la passer au filtre de la critique. Et c'est vrai que moi, c'est la vraie inquiétude que j'ai, si inquiétude il doit y avoir, les perturbations météorologiques, on ne va pas se cacher, il y en a toujours eu. Il y a eu la peste noire. Vous êtes un climato-sceptique Non, pas du tout, mais il y en a toujours eu. Après, effectivement, il y a une aggravation à cause de la période industrielle que l'on connaît intensive de plus en plus. Mais il y a eu aussi des maladies, il y a eu des grandes épidémies qui ont ravagé 60% de l'Europe. Il y a toujours eu des cataclysmes, etc. Mais il y a toujours eu la lumière parce qu'il y avait l'humanité, et humanité avec un H tout court, et un grand H aussi, par la science, par la réflexion, par l'imagination, par justement ce désir de retrouver ou de redécouvrir des choses et d'améliorer, de s'élever. Et là, j'ai l'impression qu'au contraire, souvent, de manière massive, on a l'impression que les gens préfèrent s'enterrer au lieu d'aller plutôt vers la lumière. En écho de ce que dit Paul, parce que vous l'aurez compris, cette question-là, elle vient d'un slogan d'un des candidats à l'élection présidentielle, cette idée du désir, du futur désirable. À partir du moment où on l'utilise comme slogan de campagne, ça rejoint ce que dit Paul, ça veut dire qu'on se pose tout de même cette question-là. Le futur est-il réellement désirable ? Il y a un côté aussi, alors pas pessimiste sur ce qui s'est passé, mais d'espoir contraint, d'utopie. C'est d'ailleurs ce qu'on l'a souvent dit. On a utilisé souvent le terme d'utopie quand on pose cette question. Souvent, Je suis d'accord. Oui, vous voulez dire que rendre le futur désirable. Oui, mais je crois que il est comment dire, si le désir, c'est quelque chose qui met en mouvement et qui meut d'ailleurs les individus comme les groupes. Et je crois que ça veut dire remettre la société en mouvement, enfin le peuple, la société, pour qu'il y ait quelque chose de commun qui puisse surgir. Mais effectivement, je rebondirais sur ce que disait mon collègue. La question il y a quand même aussi au niveau de l'air du temps général une sorte de recul, ce que vous l'avez très bien dit, du désir par contre de connaissance, de savoir, de la pensée. Et un recul de la pensée certainement. Et je crois que c'est lié aussi quand même à un contexte général de la fameuse concurrence libre et non faussée, et du fait que chacun est
c'est chacun contre tous, tous contre chacun. Peu de hiérarchisation des valeurs. Pas de hiérarchie des Non, valeurs. pas non plus de souci de l'exemplarité. Oui, voilà, moi, on le plus que voit. le désir, parce que le désir, justement, il y a cette notion de consommer ce que l'on désire, de l'avoir, de le posséder, de le consommer. Moi, je parlerais plutôt d'amour avec un grand A. Alors, on ne va pas se transformer en Antaliguer en parlant ce qui fait bouger les étoiles, ce qui fait se mouvoir les étoiles. Mais réellement, l'amour d'aller chercher, de comprendre et d'assimiler ce qui a un peu fait la Renaissance, ce qui a un peu fait une certaine forme d'époque des Lumières. Alors, pas spécialement celle qu'on a connue en France, mais voilà, c'est toujours d'aller chercher ce qui est le meilleur chez l'homme et ce qui peut, entre guillemets, l'élever spirituellement. Et il y a cet amour, et je trouve, justement... Ça veut dire que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une période de tumulte intellectuel. Alors, quand je dis tumulte, prenez-le vraiment au premier sens, de tumulte intellectuel. On le voit. Ce qui fait le plus d'audimat, entre guillemets, ce sont les émissions lénifiantes qui vendent de la vulgarité. Ce qui fait le plus de vues, on dira, mais voilà, la télé-réalité. Ce qui fait le plus de vues sur Internet, ce sont les youtubeurs qui sont à Nous résistons ici, nous résistons violemment, avec panache, comme dirait Bill Murray. Mais voilà, et ce qui a le plus lieu, ce qui a le plus d'échanges, c'est la vulgarité. La vulgarité au sens de la basse extraction, enfin du niveau très très bas. Je crois qu'à un moment donné, justement, c'est individuellement et pas collectivement. C'est à nos enfants qu'il faut donner l'amour de la lecture. Vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il y a plus d'individualisme. D'individualité, pardon, pas d'individualisme. Je crois que quand on parle de futur désirable, là, dans cette émission, et d'après la manière dont vous l'avez abordé, c'est le futur collectif dont on parle. C'est pas est-ce que chacun... Mais le collectif, justement, se fonde sur l'individuel. Oui, mais justement... Il ne peut pas être spontanément collectif. Non, mais je crois que... Enfin, en tout cas, j'ai pas cette même approche... par rapport à ça, parce que je pense que d'une part le recul de la pensée, de la culture est énormément lié aux valeurs qui sont plébiscitées, c'est pour ça que je parlais de la concurrence de tous contre tous, sont plébiscitées par la société, c'est-à-dire finalement, pour reprendre une formule extrêmement éculée mais qui quand même dit quelque chose, c'est plutôt avoir qu'être, c'est le consumérisme, la consommation, l'immédiateté, la jouissance immédiate, c'est-à-dire ne pas différer quoi que ce soit, ne plus connaître d'efforts. Mais je pense que, en l'occurrence, là, pour que le futur soit désirable dans la problématique que nous propose Philippe, on parle plutôt de collectif, et vous avez évoqué les Lumières. Et je pense que ce qu'il faudrait redonner à chacun, c'est l'idée qu'il participe, il contribue à l'élaboration d'un pacte social dans lequel, à la fois, il se projette et il se reconnaît. Attention, parce que les Lumières, c'était très libéral. Oui, non, mais je dis libéral au niveau social. Même au sens étymologique du terme. Au sens économique du terme aussi. Et au sens économique, c'est très juste. C'est très juste. Non, mais moi, je crois que réellement, on va peut-être revenir sur l'utopie. Il y a un moment donné où il faut qu'on rêve notre futur et qu'on le rêve consciemment, c'est-à-dire qu'on soit acteur de ce rêve et que ce qui n'a pas de lieu, c'est-à-dire la définition même d'utopie, on le produise dans le monde. On peut viser très loin, ne pas y arriver, mais en tout cas avoir fait ce chemin-là, avoir entamé cette construction-là et donc apporter les pierres de ce que peut-être que moi je construirai mon petit bout de mur et puis un autre qui viendra après moi en voyant que j'ai commencé apportera lui aussi. Tout à fait, mais quand vous parlez d'amour, moi je suis d'accord, bien sûr, je parlerai aussi de tolérance, de respect de l'autre. Un regard. Et une passion. D'accord, et une passion. de tolérance, de respect de l'autre, d'accueil, d'autres formes de vie, encore une etc. fois, avant d'accueillir l'autre, il faut savoir qui l'on est soi-même. Et bien effectivement, bien évidemment, il faut être ouvert, mais en étant sûr de qui l'on est soi-même, afin de ne pas fausser le rapport. Et c'est parfois la difficulté même politique. Et encore, notre futur, est-ce qu'il est désirable Mais ce qui est magnifique, je dirais presque pour une fois de manière exceptionnelle dans l'histoire de Corse, c'est que là, nous avons les moyens de nous permettre de le rêver. Ce qui n'a pas tout à fait été le cas jusque-là. Il y a effectivement une société à venir. On voit, on essaye de construire chaque jour, de se projeter un peu plus loin dans nos idées, dans nos utopies, encore une fois, peut-être. Et on essaie d'améliorer tout ça. Je pense qu'il y a une porte ouverte vers l'avenir. Oui, je crois que effectivement, de toute façon, à partir du moment où il y a des choses, il y a eu un mouvement, un changement, on peut espérer qu'il y aura quelque chose qui sera autre, un autre avenir, une autre façon de développer. Vous parlez de changement politique, pas seulement politique. Oui, des changements qui ont eu lieu, qui sont politiques et qui ont quand même ouvert des portes et laissé un espoir naître. Après, il faut que ça devienne une réalité, que ça se concrétise par le travail, le travail et le goût de l'effort, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, et que tout le monde y participe. Alors, quand vous parliez tout à l'heure de... je pense que
la culture, pour revenir à un sujet de tout à l'heure, c'est ce qui permet aussi, comme vous disiez, il faut se connaître soi-même. Mais c'est vrai qu'à travers la culture universelle et des tas de choses qu'on peut acquérir, ça nous permet, évidemment, la connaissance de son histoire, ça permet aussi de se forger un esprit critique, des outils pour comprendre le monde, Bien sûr. et l'extrême complexité qu'il nous présente aujourd'hui. Et cela permet l'émancipation individuelle pour Et vous relier. collective. Et collective, c'est ce que j'allais dire. c'est d'aller collective. Vous voyez, c'est Du le macrocosme au trait, microcosme. Oui. c'est Du le trait microcosme au d'union entre macrocosme. votre conversation, entre l'individualité et la collectivité. 40 secondes pour donner vos impressions, vos arguments, résumer votre pensée. Marie-Jeanne, notre futur est-il réellement désirable? Eh bien, je crois que notre futur, nous devons le désirer, et nous devons le rêver, et nous devons le construire ensemble. Et je crois aussi que, effectivement, dans ce contexte extrêmement inquiétant et morose, il faut redonner le goût aux gens de la participation à un projet collectif et commun qui rendra le monde, je l'espère, plus juste, plus solidaire et plus tolérant. Et plus libre, évidemment. Paul, même question. Alors moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus que désirable, encore une fois, il faut l'aimer, ce futur avec un grand A, et il faut se donner les moyens de le construire. Encore une fois, que l'individuel aille vers le collectif. Mais pour ça, il faut que l'individuel se construise. Alors, on le voit, le niveau associatif, c'est un très bon terrain pour pouvoir justement mettre en collectif des initiatives individuelles. Et je pense que c'est par là, essentiellement, c'est par l'associatif surtout que vont passer les solutions et que vont s'établir les solutions. Et je crois que maintenant, aujourd'hui, avec les moyens technologiques, les innovations, les solutions politiques, etc., il est grand temps, effectivement, de rêver ce futur d'une manière saine et de reprendre le goût à l'effort, et au travail et à la curiosité, et le travail surtout intellectuel. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange de très haute volée. Je dois le dire, c'est un plaisir pour moi d'être de l'autre côté de vous écouter. C'est partagé. Nous avons à vous. débriefé vos échanges. La pensée philosophique, le journalisme, le cinéma se sont souvent, très souvent, penchés sur l'avenir politique, économique, social, entre espoir, fatalisme et crainte. Quelle société demain? C'est le débrief culture de votre 20h. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Marie-Ange, Philippe, Xavier Affre, nos deux débriefeurs du soir. Marie-Ange, c'est avec vous que je commence. Non, excusez-moi, qu'avez-vous retenu? Oui, j'étais emporté par les propos de Marie-Jeanne et de Paul. Qu'avez-vous retenu des échanges? Le grand amour de Paul Tour. Et non, moi je suis un peu. J'ai l'impression que les forces de l'esprit nous ont un peu délaissés. Je suis moins optimiste que lui, mais il a raison. Il faut redonner goût à la culture, à l'esprit et à l'intellectuel, et laisser un peu de côté l'immédiateté, je pense. Votre formation en philosophie a dû être conquise par les échanges là. Oui, je me suis régalée. On a papoté aussi un peu. Mais je vous ai entendu. Et même le sourire, enfin rire aux éclats. Xavier. Non, et c'est vrai que c'était très riche pour le coup. Et j'aime bien il y avait un petit côté optimiste chez Paul Tour qui le montre pas toujours, mais là, je l'ai trouvé très optimiste pour le coup, même trop à mon avis. Et le côté pas pessimiste, mais avec un regard un peu lucide peut-être, parce que moi j'ai l'impression, je suis un peu comme Marie-Ange, hein, je suis un peu pas trop optimiste quant au monde actuel et surtout au futur et surtout par rapport aux gens, voyez-vous. Mais bon. Alors, est-ce que tout doit changer, Marie-Ange? En tout cas, tout peut changer. Voilà. On va aborder cette question avec Naomi Klein et le livre Tout peut changer, donc tout est dans le titre, hein, bien évidemment. L'essentiel du livre, c'est sur le réchauffement climatique, mais tout est entremêlé. Le capitalisme, le populisme, les politiques d'austérité, c'est la vraie crise existentielle globale qui est en jeu, et celle d'une humanité, enfin en tout cas de ses dirigeants, qui dirigent le monde vers un modèle plutôt, carrément même assassin. Alors Naomi Klein, c'est une brillante économiste qui a écrit La stratégie du choc. Nous en avons fait une émission ici avec d'ailleurs Paul. Oui, et elle dresse un constat alarmant du monde aujourd'hui, de ce système capitaliste qui, vers une course effrénée, elle le dit carrément, à la mort des individus, des humains, mais aussi elle encourage à s'engager de toutes les façons possibles au niveau local, national, international. Et c'est un livre qui dépasse les convictions et les clivages politiques. Je pense que c'est un livre à lire et qu'il faut mettre entre toutes les mains. Tout peut changer aux éditions Actes Sud. Mais du coup, avec ce que je viens d'entendre, je comprends mieux maintenant pourquoi certains candidats font toujours la tête. Vous savez,
Et certains, on dirait Droopy, je comprends mieux, parce qu'il y a le poids sur les épaules, c'est écrasant. Hein. Voilà, je comprends mieux. Votre choix. Oui. Donc, moi, du coup, voilà, il m'est venu immédiatement, nous nous sommes appelés avec Marie-Ange, on va pas cacher, pour essayer de travailler un peu sur cette émission. Et est venu d'un coup, j'ai eu un flash, j'ai pensé à ce film Idiocratie. C'est tout un programme, le titre est extraordinaire, évidemment. Un film qui est sorti il y a déjà une dizaine d'années. Alors, quand je dis sorti, pas vraiment en salle, je crois, chez nous, il ne me semble pas, mais il est disponible maintenant. C'est devenu presque un film culte. Hein. Je sais que, par exemple, nos amis, Dominique Nadotti, par exemple, vouent un culte extraordinaire à ce film avec Luke Wilson. Mais je crois que Paul Tourki aussi, me semble-t-il. Et ça ne m'étonne pas. Voilà, et cette histoire de deux personnages qui, après une hibernation de 5 siècles, se réveillent dans une société avec l'ultralibéralisme, la dégradation de l'environnement et la bêtise ambiante autour. Je trouve que c'est parfaitement adapté à ce qu'on est en train de vivre. Alors je ne sais pas si c'est le premier film réalisé avant l'arrivée de Trump, mais anticipant finalement l'arrivée au pouvoir de cet énergumène. L'affiche que j'ai choisie aussi, parce qu'il y en a plusieurs, est tout un programme avec du coup l'acteur et puis avec l'évolution, voilà, les singes. Non, c'est encore une question de singes. Vous voyez, de semaine en semaine, on revient toujours à la même chose, le côté primaire. Donc voilà, il était écrit dans un des lancements du film en VO. Le futur est écervelé. C'était une accroche de la version originale. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais ce film, j'ai l'impression, est un film voilà, qu'on va revoir, et on va se dire. Mais oui, bon sang, c'est ça. De Mike Judge avec Luke Wilson. Oui. Marie-Ange. Oui, on va se tourner vers l'altermondialisme avec Pierre Rabhi, où vous voulez attaquer la philosophie. Je veux bien. D'accord. On terminera donc avec Pierre Rabhi qui publie La convergence des consciences aux éditions Le Passeur. Alors Pierre Rabhi, c'est une figure de l'altermondialisme, une figure, pour reprendre un de ses titres, de la sobriété heureuse. Et en fait, il fait un travail simple. Il souligne les absurdités de ce monde, de la gestion du monde. Par exemple, il souligne le paradoxe entre les politiques d'austérité et le fait que l'on produise 30 à 40% en moyenne de choses complètement inutile. J'ai choisi le mot gestion du monde exprès parce qu'il pointe, et vous allez retrouver un écho à Mitterrand, la fâcheuse tendance des dirigeants de ce monde à se penser comme des comptables. Mitterrand disait « après moi, il n'y aura que des comptables », je pense qu'il avait raison. Et Pierre Rabhi regrette des sentiments plus humains, il rejoint un peu Paul Tourki, l'absence d'une vision plus philosophique, plus littéraire, et il prône pour une convergence des consciences, mais engagée et poétisée. Il prône un retour à l'intuition, à la poésie, qui, dit-il, nous font plus évoluer que la pure rationalité. Xavier, autre film. Alors, il y avait un documentaire aussi, bon, je ne suis pas un fan absolu de ce documentaire, mais après tout, on doit proposer de réflexion. Voilà, le film s'appelle Demain, de Cyril Dion, alors j'ai bien dit Cyril, hein, et Mélanie Laurent, documentaire qui avait eu le César. Il y avait eu une espèce d'engouement autour de ce film qui s'intéresse dans le monde à plein de solutions qui sont trouvées par des habitants, par des agriculteurs, sur différents domaines d'ailleurs, hein, aussi l'éducation, des solutions à la crise un peu ambiante. Alors ce qui me gênait dans ce documentaire, c'est qu'en fait, il présentait évidemment les solutions, ce qui marchait, et mettant de côté ce qui ne marche pas, mais ce documentaire, je trouve finalement, est intéressant parce qu'il permet moi, ça me permet de dire ce que je pense des documentaires qu'on voit de ce genre, signés Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand, moralisateur, c'est toujours notre faute, qui me fatigue à longueur de temps à la télé, je n'en peux plus, des hommes et pas des hommes, du coup voilà, c'est dit. Et au moins, ce documentaire, qui quand même est peut-être pas forcément moralisateur, certes je trouve un peu gentillé, mais qui s'est intéressé à des choses qui sont quand même concrètes, et qui culpabilise pas le spectateur. Donc là aussi, on propose une vision du monde, on se dit pourquoi pas avec des solutions peut-être au quotidien, dans différents domaines. Alors c'est très lourd sur l'éducation, parce que je trouve que c'est même trop insistant parfois sur certaines questions. Mais quand on parle des énergies renouvelables, la partie sur les énergies est très intéressante. Et encore une fois, je dis, il n'y a pas ce regard moralisateur, parce que quand on regarde certains documentaires, alors on se met au lit, on regarde, c'est notre faute, donc on s'en prend plein la tête pendant 2 heures, et on nous dit, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Bon. Un peu fatigué, quoi. Donc du coup voilà, c'est au moins celui-là le mérite. Un mérite, c'est celui-là. Xavier, qui regarde les documentaires au lit, semble aller bien dans un monde qui va peut-être mal. Oui. Oh, quelle transition. Il a l'air de se porter bien. Vous voulez faire un focus sur Philomag. C'est la question pertinente qui inaugure la nouvelle formule de Philosophie Magazine, qui pose et théorise un peu ce qu'on ressent
au quotidien, c'est cette espèce de sentiment bizarre, de malaise existentiel face à un espèce de chaos organisé. La question, c'est, je les cite, comment se coltiner le monde? En fait, quels sont les refuges individuels ou collectifs possibles? Quels sont les remèdes à cette dépression mondiale, voire mondialisée? Alors, les Xanax, ce sont des Boès, des Camus. Les mouchoirs et les consolations sont philosophiques. Isabelle Sorrent et Philippe Courcuff se transforment en psychologues philosophiques. Bref, c'est un traitement de choc contre le désespoir collectif. Et il y a un petit carnet qui s'intitule La consolation philosophique de Boès que je recommande vivement. Et enfin, Xavier, on va terminer assez rapidement avec Il est de retour, quelques mots. Allez. Parce que c'était déjà un best-seller littéraire, et puis c'est une adaptation, donc c'est toujours intéressant. Voilà. Et là, c'est Hitler qui se réveille dans un train et qui se retrouve dans l'Allemagne du XXIe siècle. Alors, ça paraît farfelu, ça paraît au départ un peu difficile, on dirait un peu un téléfilm allemand, faut bien le dire, mais finalement, ça emporte pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, et ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'évidemment, il rencontre des gens qu'il déteste, mais il rencontre aussi pas mal de gens qui l'aiment bien. Et si vous voulez, le fait qu'il parle beaucoup, ça en devient un objet médiatique. Et bon, c'est le populisme. Hein. On est en plein dans ce qu'on avait déjà fait dans certaines émissions. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Il faut aller jusqu'au bout, hein, d'après. Oui, les 30 premières minutes sont un peu difficiles, mais ça vaut le coup. Vraiment très difficiles, les 30 premières minutes, Oui, mais après, il faut continuer. Et avec un petit parallèle avec l'une des candidates de l'élection présidentielle qui est quand même savoureux. Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débriefé le débat du soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Steel et je vous dis à très vite. Même lieu, même heure, ça se passe pendant le 20h.